Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et profitez de votre visionnage. Laissez-vous transporter à travers les siècles, vers l'une des plus grandes merveilles créées par l'homme. Vous pensez connaître la Grande Muraille de Chine ? Cette structure serpentant à travers les montagnes, visible depuis l'espace, construite en une seule fois par un empereur cruel ? Détrompez-vous. La vérité est bien plus fascinante que le mythe. Pourquoi une civilisation a-t-elle consacré des ressources incalculables et des millions de vies à édifier un mur qui ne pouvait jamais être parfaitement défendu ? Comment a-t-on pu coordonner un projet qui s'étend sur plus de 2000 ans ? Qui étaient ces nomades si redoutés qu'ils ont poussé un empire à se barricader derrière la plus grande structure défensive jamais construite ? Et comment cette barrière physique est-elle devenue, avec le temps, la frontière psychologique entre deux mondes ? Ce que nous appelons aujourd'hui la Grande Muraille n'est pas simplement un mur. C'est l'expression architecturale d'une vision du monde, la matérialisation d'une frontière entre civilisation et barbarie selon la perspective chinoise ancienne. Et cette histoire commence bien avant la dynastie que nous associons habituellement à cette merveille. Fermez les yeux. Imaginez les hautes plaines de l'Asie du Nord, il y a plus de 2500 ans. L'air est vif, parfumé d'herbes sauvages. Au sud s'étendent les terres fertiles des premiers royaumes chinois, avec leurs champs de millet et leurs villes entourées de murs de terre. Au nord, l'horizon infini des steppes, domaine des cavaliers nomades qui suivent leurs troupeaux au rythme des saisons. Deux mondes si proches géographiquement, mais au mode de vie radicalement opposés. Le bruissement de l'herbe sous le vent cache parfois un autre son, celui des sabots, des milliers de sabots. Les raids nomades sur les villages frontaliers sont une réalité quotidienne. Les paysans tremblent en regardant vers le nord. Ils savent que les cavaliers peuvent apparaître à tout moment, rapides comme le vent, semant la mort et disparaissant avec leur butin avant même que l'alerte ne soit donnée. C'est dans ce monde incertain, à la frontière entre deux modes de vie incompatibles, que naît l'idée d'une barrière continue. Non pas comme un projet unique et grandiose, mais comme une solution pragmatique à un problème immédiat. Comment protéger les terres cultivées des incursions nomades ? Alors le monde avant la muraille. Avant que la première pierre ne soit posée, avant même que l'idée d'une muraille continue ne germe dans l'esprit des stratèges chinois, la Chine n'était pas l'empire unifié que nous connaissons aujourd'hui. Durant la période des printemps et automnes, 7e siècle avant notre ère jusqu'au 5e siècle avant notre ère, puis celle des royaumes combattants, 5e siècle avant notre ère jusqu'au 3e siècle avant notre ère, le territoire que nous appelons aujourd'hui Chine était divisé en une mosaïque d'États rivaux. Ces royaumes partageaient une culture commune, l'écriture, le culte des ancêtres, une organisation sociale hiérarchisée, mais se livraient une guerre sans merci pour la suprématie. Chacun avait ses propres murailles défensives, non pas contre les nomades, mais contre leurs voisins chinois. Les villes étaient entourées d'impressionnants remparts de terre battue, certains atteignant plus de 20 mètres de hauteur. L'odeur de la terre mouillée après la pluie, mêlée à celle du bois des échafaudages et des torches qui éclairaient les travaux nocturnes. Le martèlement régulier des pilons compactant la terre. Les chants rythmés des ouvriers soulevant ensemble les lourdes charges. Telle était l'ambiance sur les chantiers de ces premières fortifications. Un mythe tenace veut que la Chine ait toujours été tournée vers l'intérieur, isolationniste. La réalité archéologique nous raconte une autre histoire. Des objets en bronze provenant d'Asie centrale, des bijoux de style scythe, des techniques d'équitation empruntées au peuple des steppes, les échanges culturels et commerciaux avec les barbares du Nord étaient constants et mutuellement bénéfiques. Les nomades fournissaient chevaux, fourrures et jade. Les Chinois offraient soie, céréales et objets manufacturés. Cette relation symbiotique n'excluait pas les conflits, mais ceux-ci n'étaient en aucun aspect d'interaction bien plus complexe
que ne le suggère l'image simpliste d'une Chine assiégée. Le royaume de Qi, situé dans l'actuelle province du Shandong, fut le premier à construire une longue muraille défensive au IVe siècle avant notre ère. Non pas contre les nomades, le royaume était trop éloigné des steppes, mais contre ses voisins chinois. Ce mur, long de plus de 600 km, était principalement constitué de terre battue renforcée par des poteaux de bois. Le royaume de Shu, plus au sud, suivit cet exemple, puis ce fut le tour de Wei, Han, Zhao, Yan et Qin. Chacun érigeait des barrières contre ses voisins. Ces premières murailles suivaient souvent les contours naturels du terrain, crêtes de montagnes, berges de rivières, pour maximiser leur efficacité défensive, tout en minimisant les efforts de construction. L'état de Zhao, confronté directement aux nomades Xiongnu, ancêtres des Huns selon certains historiens, fut le premier à construire une muraille spécifiquement destinée à se protéger des incursions venues du nord. Bientôt imité par ses voisins Yan et Qin, qui partageaient également des frontières avec les peuples des steppes. Ces murs n'étaient pas les structures imposantes que nous imaginons aujourd'hui. Construits principalement en terre pilée, technique appelée hangtu en chinois. Ils étaient surmontés de tours de guet en bois où brûlaient des feux d'alerte. Un système sophistiqué permettait de transmettre rapidement l'information d'une tour à l'autre. Un feu signalait la présence d'une centaine d'ennemis, 2 feux pour 500 et ainsi de suite. La nuit, sur ces confins de l'Empire, le ciel d'un noir d'encre était ponctué par ces signaux lumineux, témoins silencieux des mouvements à la frontière. Les sentinelles scrutaient l'horizon, tendant l'oreille au moindre bruit suspect. Leur vigilance était la première ligne de défense. L'unification est la première grande muraille. Tout changea lorsque le royaume de Qin, sous la direction de son roi Zheng, entreprit la conquête méthodique de tous ses rivaux. En 221 avant notre ère, après avoir vaincu le dernier royaume indépendant, Zheng se proclama Qin Shi Huangdi, premier empereur de Qin, fondant ainsi la première dynastie impériale de Chine. Cet homme, dont le nom fait encore frémir, était d'une ambition sans limite. Non content d'avoir unifié militairement le pays, il entreprit d'homogénéiser tous les aspects de la vie chinoise. Écriture, poids et mesure, largeur des essieux des chariots, et même la pensée elle-même, ordonnant le célèbre auto-da-fé des livres pour éliminer les écoles philosophiques rivales du légisme qu'il avait adopté. Les chroniques de l'époque nous dépeignent un homme impitoyable, obsédé par la quête de l'immortalité, capable de faire enterrer vivant des érudits qui osaient le critiquer. Cette image, en partie façonnée par les historiens de la dynastie Han qui lui succéda, mérite d'être nuancée. Qin Shi Huangdi était avant tout un visionnaire et un administrateur de génie. Face à la menace constante des Xiongnu au nord, l'empereur ordonna de relier les différentes murailles préexistantes pour former une ligne de défense continue. Ce n'était pas tant la construction d'un nouveau mur que l'intégration et le renforcement de structures déjà en place. Le général Meng Tian, à la tête de 300 000 soldats, fut chargé de cette tâche titanesque. Ces hommes n'étaient pas seulement des guerriers, mais aussi des bâtisseurs. Pendant que certains repoussaient les nomades et sécurisaient de nouveaux territoires au nord, d'autres s'attelaient à l'édification de la muraille. Imaginez ces colonnes d'hommes progressant dans des terrains souvent inhospitaliers. Le cliquetis des armes se mêlait au bruit des outils. Les convois de chariots transportaient vivres et matériaux. Dans les montagnes, le travail était particulièrement ardu. Il fallait tailler la pierre, la transporter sur des pentes abruptes, aménager des fondations solides. Contrairement à une idée reçue tenace, les travailleurs n'étaient pas principalement des prisonniers ou des esclaves. La main-d'œuvre était constituée en grande partie de conscrits, paysans réquisitionnés dans le cadre du service obligatoire, et de soldats. Cela ne signifie pas que les conditions n'étaient pas brutales. L'hiver dans le nord de la Chine est glacial.
avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 30 degrés. L'été est étouffant, avec des journées à plus de 40 degrés. Les récits populaires évoquent des milliers de cadavres emmurés dans la structure. Mais les archéologues n'ont trouvé aucune preuve tangible de cette pratique. En revanche, des tombes de travailleurs ont été découvertes à proximité du mur, témoignant d'une mortalité élevée due aux conditions extrêmes et aux accidents de chantier. La muraille de Qin n'était pas une structure uniforme. Sa nature variait considérablement selon la topographie et les matériaux disponibles localement. Dans les plaines, elle était constituée principalement de terre battue et de gravier. Dans les régions montagneuses, la pierre était privilégiée. La hauteur oscillait entre 4 et 6 mètres, avec une largeur à la base pouvant atteindre 6 mètres. Des tours de guet étaient disposées à intervalles réguliers, généralement à portée de vue les unes des autres. Ces bâtiments servaient à la fois de postes d'observation, de relais pour les signaux et d'abris pour les garnisons. Certaines tours comportaient des entrepôts pour stocker vivres et armes, permettant de tenir un siège. Entre les tours principales se trouvaient des postes secondaires, plus petits mais tout aussi essentiels au système défensif. Un réseau complexe de routes longeait la muraille côté sud, permettant le rapide déploiement des troupes en cas d'alerte. La muraille n'était pas conçue comme une barrière infranchissable. Aucun mur ne peut l'être sur une telle distance, mais comme un obstacle ralentissant l'avancée de l'ennemi et facilitant sa détection. Elle servait aussi de base pour des opérations offensives contre les nomades. En cela, elle était autant une plateforme militaire qu'une barrière défensive. La mort prématurée de Qin Shi Huangdi en 210 avant notre ère, suivie de près par l'effondrement de sa dynastie, interrompit ce grand projet. Les décennies de troubles qui suivirent virent l'abandon partiel de l'entretien de la muraille. La nature reprit ses droits sur certaines sections, tandis que les populations locales récupéraient pierres et briques pour leur propre construction. Les Han et l'expansion vers l'ouest. La dynastie Han, qui s'établit en 202 avant notre ère après une brève guerre civile, hérita d'un empire unifié mais fragile. Les premières décennies furent consacrées à la consolidation du pouvoir intérieur. Ce n'est que sous le règne de l'empereur Wu, 141 à 87 avant notre ère, que la Chine put à nouveau porter son attention vers la frontière nord. L'empereur Wu des Han était un homme d'une énergie remarquable et d'une vision stratégique exceptionnelle. Grand amateur de littérature et de musique, il était aussi un chef de guerre déterminé. Face à la puissance croissante des Xiongnu, qui avaient unifié les tribus nomades sous un seul commandement, il adopta une approche multidimensionnelle. D'une part, il lança des campagnes militaires offensives, envoyant ses armées loin dans les steppes pour frapper les Xiongnu chez eux. D'autre part, il pratiqua une diplomatie active, cherchant à isoler les Xiongnu en formant des alliances avec d'autres peuples nomades. L'empereur Wu comprit également l'importance économique du contrôle des routes commerciales. La fameuse route de la soie, qui reliait la Chine à l'Asie centrale et, au-delà, au Moyen-Orient et à l'Europe, commença à se développer sous son règne. Pour sécuriser ces voies commerciales vitales, il fallait étendre l'influence chinoise vers l'ouest. Les oasis du Gansu et du Xinjiang, véritables îlots de verdure dans un océan de désert, devinrent des enjeux stratégiques majeurs. Ces points d'eau, espacés parfois de plusieurs jours de marche, étaient indispensables aux caravanes. Qui contrôlait les oasis contrôlait le commerce. Pour assurer cette présence, l'empereur Wu ordonna l'extension de la Grande Muraille vers l'ouest, jusqu'aux confins du désert de Gobi. Cette nouvelle section, construite principalement avec des matériaux locaux, souvent de simples branches de tamari recouvertes d'argile, suivait une logique différente de la muraille orientale. Il ne s'agissait plus tant d'ériger une barrière continue que d'établir une chaîne de fortins et de tours de guet le long des routes caravanières. Ces installations, séparées parfois par des dizaines de kilomètres de désert infranchissable, formaient un réseau de surveillance et de contrôle plus qu'une défense physique.
Le climat extrême de ces régions, avec des températures dépassant 45 degrés en été et plongeant sous les -20 en hiver, constituait en soi une défense naturelle. Seuls les plus téméraires ou les plus désespérés s'aventuraient hors des routes établies. Les garnisons stationnées dans ces avant-postes isolés menaient une vie particulièrement rude. L'approvisionnement était un défi constant. L'eau, denrée la plus précieuse dans ces contrées arides, devait être gérée avec une rigueur absolue. Les puits, creusés parfois à plus de 100 mètres de profondeur, étaient surveillés jour et nuit. Des documents extraordinaires, conservés grâce au climat désertique, nous permettent d'entrevoir le quotidien de ces soldats frontaliers. Des milliers de tablettes de bois et de bambou, découvertes au début du XXe siècle dans des tours de guet abandonnées, contiennent des rapports militaires, des listes de garde, des inventaires et même des lettres personnelles. Un soldat nommé Nan Quan écrit à sa mère qu'il n'a pas reçu les chaussettes qu'elle lui a envoyées et qu'il souffre du froid. Un officier se plaint que ces hommes boivent trop de vin et négligent leurs devoirs. Un rapport détaille les mouvements d'une caravane suspecte aperçue à l'horizon. Ces documents nous révèlent un système administratif remarquablement sophistiqué. Chaque tour devait envoyer des rapports réguliers au commandement régional, qui les transmettait à la capitale. La bureaucratie impériale, avec son armée de scribes et d'archivistes, gardait ainsi un œil sur les confins les plus reculés de l'Empire. Au-delà de sa fonction militaire, la muraille servait de démarcation psychologique entre deux mondes, celui de l'agriculture sédentaire et celui du nomadisme pastoral. Pour les Chinois, elle marquait la limite entre la civilisation et la barbarie. Cette vision sinocentrique du monde, où la Chine se percevait comme le centre de la civilisation entourée de barbares plus ou moins éloignés culturellement, a profondément influencé les relations internationales en Asie pendant des millénaires. Pourtant, la réalité était bien plus nuancée. Les échanges commerciaux et culturels à travers la muraille étaient constants. Des marchés officiels étaient organisés à intervalles réguliers, permettant aux nomades et aux Chinois de commercer sous surveillance militaire. Des interprètes facilitèrent la communication et des règlements stricts encadraient ces rencontres pour éviter les incidents. La soie chinoise, particulièrement prisée par les nomades, était échangée contre des chevaux, ressource stratégique dont l'Empire avait un besoin constant pour sa cavalerie. Mais ce commerce officiel était complété par un commerce informel, voire de contrebande tout aussi important. L'Empire Han connut son apogée au 1er siècle de notre ère, étendant son influence jusqu'en Asie centrale. La Grande Muraille, loin d'être une barrière hermétique, était devenue l'épine dorsale d'un réseau complexe de contrôle territorial, de surveillance des mouvements de population et de régulation du commerce. Qu'aura le déclin et la renaissance sous les Ming? Après la chute de la dynastie Han en 220 de notre ère, la Chine entra dans une longue période de division et d'instabilité. Les 3 royaumes, puis les 6 dynasties se succédèrent, incapables de maintenir l'unité de l'Empire. Dans ce contexte troublé, l'entretien de la Grande Muraille fut largement négligé. Certaines sections continuèrent d'être utilisées par les États du Nord pour se défendre contre leurs voisins nomades, mais l'idée d'un système défensif coordonné à l'échelle impériale fut temporairement abandonnée. Pendant près de 4 siècles, la muraille s'étiola lentement, victime des intempéries et du pillage systématique de ses matériaux par les populations locales. La dynastie Sui, qui réunifia brièvement la Chine à la fin du VIe siècle, puis la glorieuse dynastie Tang, 618 à 907, adoptèrent une approche différente face aux nomades. Plutôt que de se barricader derrière des murs, ils privilégièrent une politique expansionniste et offensive. Les armées Tang, avec leur redoutable cavalerie lourde inspirée des techniques militaires des steppes, portèrent l'influence chinoise jusqu'aux rives de la mer d'Aral. L'Empire entretenait des relations diplomatiques avec des royaumes aussi lointains que la Perse sassanide et Byzance. Cette période d'ouverture et de confiance vit un relatif désintérêt pour la Grande Muraille. Pourquoi maintenir une défense statique
quand on pouvait projeter sa puissance loin au-delà des frontières traditionnelles. Les tours de guet servirent davantage de relais pour la route de la soie que d'installation militaire. L'âge d'or Tang fut suivi par une nouvelle période de fragmentation. Les Song du Nord, puis du Sud, confrontés à la pression croissante des Khitans, des Jurchens et finalement des Mongols, tentèrent de revitaliser certaines sections de la muraille, mais sans véritable coordination stratégique. L'ironie de l'histoire veut que ce soit précisément durant cette période que la Grande Muraille échoua dans sa mission première. En 1215, les hordes mongoles de Gengis Khan balayèrent les défenses chinoises. Son petit-fils, Kubilai Khan, acheva la conquête en 1279, établissant la dynastie Yuan. Pour la première fois de son histoire, la Chine tout entière était gouvernée par des barbares venus du nord. Les Mongols, en conquérants pragmatiques, ne virent aucun intérêt à entretenir une muraille censée les tenir à distance. Certaines sections furent même délibérément détruites pour faciliter les communications au sein de l'immense empire mongol qui s'étendait de la Corée à l'Europe orientale. La dynastie Ming, qui chassa les Mongols en 1368, hérita d'un pays traumatisé par près d'un siècle de domination étrangère. Le sentiment nationaliste Han était à son comble, alimenté par le souvenir des humiliations subies et la volonté farouche d'empêcher qu'une telle situation ne se reproduise. Les premiers empereurs Ming se concentrèrent sur la consolidation du pouvoir intérieur et le rétablissement de l'économie. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle, face à la résurgence de la menace mongole, que l'attention se porta à nouveau sur la frontière nord. L'empereur Yongle, règne de 1402 à 1424, fut le premier à entreprendre des travaux significatifs de restauration. Mais c'est sous les règnes de Jiajing et Wanli, dans la seconde moitié du XVIe siècle, que la Grande Muraille connut sa plus impressionnante transformation. Le général Qi Jiguang, héros des guerres contre les pirates japonais, fut chargé de superviser les travaux dans la région de Pékin. Brillant stratège et innovateur militaire, il révolutionna la conception de la muraille. Abandonnant la terre pilée des dynasties précédentes, Qi Jiguang fit construire une muraille entièrement en briques et en pierre. Les matériaux étaient liés par un mortier d'une extraordinaire solidité, dont la recette exacte reste encore débattue. Certains historiens suggèrent qu'il contenait de la chaux, du sable, de l'argile et du riz glutineux dont les propriétés adhésives auraient renforcé le mélange. La muraille Ming atteignait généralement 7 à 8 mètres de hauteur, avec une largeur suffisante pour permettre à 5 cavaliers de chevaucher côte à côte sur son sommet. Les parapets, crénelés côté nord, offraient une protection aux défenseurs tout en leur permettant de tirer sur les assaillants. Les tours de guet, réparties tous les 200 à 300 mètres, étaient désormais de véritables forteresses à 2 ou 3 étages. Certaines pouvaient abriter jusqu'à 100 soldats. Des systèmes ingénieux de collecte d'eau de pluie et des entrepôts de vivres permettaient à ces garnisons de tenir plusieurs semaines en cas de siège. Les portes, point névralgique du système défensif, étaient particulièrement bien protégées. Une configuration typique comportait plusieurs portes successives, formant un labyrinthe où les attaquants, s'ils parvenaient à franchir la première porte, se retrouvaient piégés sous le feu croisé des défenseurs postés sur les murs. La section la plus impressionnante de la muraille Ming se trouve à Badaling, à environ 70 km au nord-ouest de Pékin. C'est cette section, restaurée dans les années 1950, que visitent aujourd'hui la plupart des touristes. Construite au sommet d'une crête montagneuse, à plus de 1000 mètres d'altitude, elle offre une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes. Mais la muraille que nous admirons aujourd'hui n'est qu'une infime partie de ce qu'elle était à son apogée. Au XVIe siècle, elle s'étendait sur plus de 7000 km, de la mer de Bohai à l'est jusqu'au désert de Gobi à l'ouest, avec d'innombrables ramifications et sections secondaires. L'effort humain et matériel nécessaire à cette entreprise défie l'imagination. Des millions de travailleurs, des quantités astronomiques de matériaux, une logistique d'une complexité inouïe.
Et tout cela dans des terrains souvent d'accès difficile, loin des centres urbains et des voies de communication. Pour comprendre l'ampleur du défi, il faut se représenter la chaîne d'approvisionnement. Les briques et les pierres devaient être extraites, taillées, transportées parfois sur des dizaines de kilomètres à travers des montagnes escarpées. Dans certaines régions, l'absence de route obligeait à utiliser des animaux de bas, mules et ânes principalement, pour acheminer les matériaux jusqu'au chantier. L'eau, nécessaire à la préparation du mortier, était souvent rare en altitude. Il fallait parfois la transporter depuis les vallées dans des jarres de terre cuite, à dos d'homme ou d'animal. Une tâche épuisante, surtout en été quand la chaleur intensifiait la soif des travailleurs. La nourriture pour cette armée de bâtisseurs posait un défi logistique tout aussi considérable. Les chroniques mentionnent des convois interminables de chariots chargés de riz, de millet et de légumes séchés serpentant le long des pistes montagneuses. Les conditions de travail étaient extrêmement dures. Si les méthodes de construction s'étaient améliorées depuis l'époque de Qin Shi Huangdi, la rudesse du climat et l'isolement restèrent les mêmes. Les accidents étaient fréquents. Les chroniques évoquent des glissements de terrain ensevelissant des dizaines d'ouvriers, des échafaudages s'effondrant, des hommes mourant d'épuisement ou de maladies loin de leur famille. Une légende populaire raconte l'histoire de Meng Jiangnu, dont le mari fut enrôlé de force pour travailler sur la muraille. N'ayant pas de nouvelles de lui, elle parcourut des centaines de kilomètres à sa recherche, seulement pour apprendre qu'il était mort d'épuisement. Son chagrin fut si intense que ses larmes firent s'effondrer une section entière de la muraille, révélant les ossements de son mari parmi des milliers d'autres. Cette légende, bien que fictive, reflète le traumatisme collectif associé à la construction de la muraille. Pour beaucoup de Chinois ordinaires, elle représentait moins un symbole de fierté nationale qu'un monument à la souffrance imposée par le pouvoir impérial. Or, les armées de la muraille. Au fil des siècles, la Grande Muraille a vu défiler différents types de soldats, reflétant l'évolution des techniques militaires et de l'organisation de l'armée chinoise. Chaque dynastie a apporté ses innovations et adapté le système défensif à ses besoins spécifiques. Sous la dynastie Qin, la muraille était gardée principalement par des conscrits, paysans enrôlés pour une période de service obligatoire, généralement 2 ans. Ces hommes, souvent arrachés à leur champ contre leur gré, recevaient une formation militaire rudimentaire avant d'être envoyés à la frontière. Leur équipement était standardisé, conformément à la politique d'uniformisation de Qin Shi Huangdi. Armure de cuir renforcée de plaques métalliques, casque en bronze, lance comme arme principale, et une arbalète, l'arme de prédilection des armées, chinoise pendant des siècles. L'arbalète chinoise était une merveille technologique pour son époque. Dotée d'un mécanisme de détente en bronze finement usiné, elle pouvait tirer des carreaux capables de percer une armure à plus de 150 mètres. Sa cadence de tir, bien qu'inférieure à celle de l'arc composé utilisé par les nomades, était compensée par sa précision et la facilité relative de formation des arbalétriers. Les tours de guet servaient de plateforme de tir pour ces arbalétriers. En cas d'attaque, les défenseurs pouvaient ainsi faire pleuvoir une grêle de carreaux sur les assaillants, tout en restant relativement protégés derrière les créneaux. Sous la dynastie Han, le système se professionnalisa. À côté des conscrits, apparut une classe de soldats de carrière, les soldats agriculteurs, Tuntian. Ces hommes recevaient des terres à cultiver à proximité de la muraille, en échange de leur service militaire. Ce système ingénieux permettait à la fois d'assurer la présence permanente de troupes expérimentées et de réduire les coûts d'approvisionnement. Les Tuntians cultivaient leurs champs en temps de paix, mais étaient prêts à prendre les armes à tout moment. Leurs familles vivaient avec eux dans des villages fortifiés adossés à la muraille. Avec le temps, ces communautés développèrent une culture distincte, à mi-chemin entre le monde militaire et civil, entre la Chine des plaines et les confins barbares. La tactique défensive s'articulait autour d'un système d'alerte précoce. Des patrouilles légères sillonnèrent l'espace au nord de la muraille, parfois à plusieurs dizaines de kilomètres, pour détecter les mouvements ennemis.
Ces éclaireurs, montés sur des chevaux rapides, devaient éviter l'engagement et revenir signaler toute activité suspecte. Une fois l'alerte donnée, les signaux de feu et de fumée relayaient l'information le long de la muraille. De jour, des colonnes de fumée s'élevèrent des tours. De nuit, c'étaient feux visibles à des kilomètres à la ronde. Un code sophistiqué permettait même de transmettre des informations basiques sur la taille et la direction de la force ennemie. Ce système de communication rapide compensait l'un des principaux désavantages des défenseurs face aux nomades, la mobilité. Les cavaliers des steppes, habitués depuis l'enfance à vivre à cheval, pouvaient la parcourir jusqu'à 100 km par jour. Aucune armée d'infanterie ne pouvait suivre un tel rythme. La muraille et son réseau de signaux permettaient de déployer rapidement des forces au point menacé. Sous la dynastie Tang, avec son approche plus offensive, la Grande Muraille changea partiellement de fonction. Elle servait désormais de base arrière pour des expéditions dans les steppes plutôt que de simples lignes défensives. Les garnisons comprenaient une forte proportion de cavaliers, souvent recrutés parmi les peuples turcs alliés ou soumis. Ces cavaliers étaient organisés en armées des frontières, Fambian, distinctes des armées régulières stationnées près de la capitale. Ils adoptaient largement l'équipement et les tactiques de leurs adversaires nomades. Arcs composites puissants, armure légère, mobilité extrême. Certaines unités d'élite étaient même capables de tirer à l'arc en se retournant sur leur monture au galop. La fameuse flèche parte, qui avait tant impressionné les Romains face aux cavaliers des steppes occidentales. Après l'effondrement de la puissance Tang au IXe siècle, la défense de la frontière nord devint moins coordonnée. Les dynasties Song, concentrées dans le sud, abandonnèrent de facto le contrôle direct de grandes portions de la muraille aux mains de peuples semi-nomades sinisés comme les Khitans et les Yurchen, qui établirent leur propre dynastie dans le nord, Liao et Jin. La conquête mongole du XIIIe siècle marqua une rupture complète. Pour la première fois, la muraille n'avait plus de raison d'être, puisque les barbares qu'elle était censée contenir étaient désormais les maîtres de l'Empire. Les garnisons furent dissoutes ou intégrées dans l'armée Yuan, et la structure elle-même fut largement négligée. C'est avec la dynastie Ming que le système défensif atteignit son apogée. L'armée des frontières fut réorganisée selon le système des 9 garnisons, Jiubian, chacune responsable d'un secteur spécifique de la muraille. Ces garnisons étaient composées principalement de soldats professionnels, complétés par des milices locales en cas de besoin. L'effectif total stationné le long de la muraille, à l'apogée de la dynastie Ming, est estimé à plus d'1 million d'hommes. Un effort militaire et logistique colossal pour l'époque. Ces troupes étaient hiérarchisées selon un système complexe avec des unités spécialisées. Infanterie lourde pour la défense statique, archers et arbalétriers pour le tir de couverture, cavalerie légère pour les patrouilles et les contre-raids. L'innovation majeure des Ming fut l'introduction des armes à feu. Dès le XVe siècle, des canons en bronze étaient installés sur certaines sections stratégiques de la muraille. Ces pièces d'artillerie, bien que primitives selon les standards modernes, représentaient une menace sérieuse pour les attaquants dépourvus de protection. Au XVIe siècle apparurent les premières armes à feu portatives. Les tubes de feu, wokyang, ancêtres des mousquets, devinrent partie intégrante de l'équipement des soldats d'élite. Ces armes étaient particulièrement efficaces contre les cavaliers nomades. Même si leur cadence de tir était inférieure à celle des arcs, leur puissance de pénétration et l'effet psychologique du bruit et de la fumée compensaient largement cet inconvénient. La vie quotidienne des soldats de la muraille était régie par une discipline stricte. Des manuels détaillés, comme le célèbre Traité sur l'efficacité militaire, Jixiao Shinshu, du général Qi Jiguang, codifiaient tous les aspects du service. Entraînement, alimentation, rotation de garde, punition et récompense. L'entretien physique était particulièrement valorisé. Les soldats pratiquaient quotidiennement des exercices inspirés des arts martiaux traditionnels.
adaptées aux besoins spécifiques du combat sur la muraille. Certaines de ces formes martiales ont survécu jusqu'à nos jours, préservées par des familles dont les ancêtres servaient dans les garnisons frontalières. Les rotations de garde suivaient un rythme immuable, synchronisé avec les tambours et les gongs qui marquaient les veilles. La nuit, période privilégiée pour les attaques surprises, voyait un renforcement des effectifs. Des patrouilles constantes parcouraient le chemin de ronde, vérifiant que chaque sentinelle restait vigilante. L'ennui était peut-être l'adversaire le plus redoutable de ces hommes isolés. Les attaques étaient rares, mais la menace constante. Des mois pouvaient s'écouler sans incident notable, puis soudain survenait un raid dévastateur. Cette alternance d'ennuis mortels et de dangers extrêmes créait une tension psychologique particulière, reflétée dans les poèmes et chansons composés par les soldats pour tromper leur solitude. Le ravitaillement de ces immenses garnisons posait un défi logistique permanent. Des convois réguliers apportaient riz, millet, viande séchée, légumes en saumure et le précieux sel. Le thé, considéré comme indispensable au maintien du moral, faisait l'objet d'une attention particulière. Certaines chroniques mentionnent des émeutes déclenchées par le manque de cette boisson vitale. L'alcool était strictement rationné, mais omniprésent. Le vin jaune, Wangju, brassé à partir de millet ou de riz, réchauffait les corps et les esprits pendant les nuits glaciales. Les règlements prévoyaient des distributions supplémentaires lors des festivals traditionnels, notamment le Nouvel An lunaire. Les relations entre les soldats et les populations civiles locales étaient ambivalentes. D'un côté, les garnisons représentaient une manne économique pour les villages environnants, qui fournissaient nourriture, services et divertissements aux militaires. De l'autre, les abus étaient fréquents, les soldats se comportant parfois en véritables seigneurs locaux. Des communautés entières vivaient de et pour la muraille. Forgerons spécialisés dans la réparation des armes, charpentiers pour l'entretien des structures en bois, tailleurs, cordonniers, médecins, barbiers, cuisiniers, prostituées. Un microcosme social s'était développé autour de cette frontière militarisée. Les familles des soldats jouaient un rôle crucial dans cet écosystème. Contrairement à une idée reçue, de nombreux défenseurs de la muraille vivaient avec femmes et enfants. Des villages entiers s'étaient constitués à l'ombre des fortifications. Les épouses géraient souvent de petites parcelles agricoles, complétant ainsi la solde de leurs maris et l'approvisionnement des garnisons. Cette dimension familiale et communautaire de la vie à la frontière est souvent négligée dans les représentations populaires, qui préfèrent l'image romantique du soldat solitaire face à l'immensité sauvage. La réalité était plus prosaïque, mais non moins remarquable. Des générations entières naquirent, vécurent et moururent à l'ombre de la Grande Muraille, développant une culture frontalière unique. Les mythes tenaces de la Grande Muraille. Peu de monuments historiques ont suscité autant de mythes et de légendes que la Grande Muraille de Chine. Certaines de ces histoires remontent à l'Antiquité, d'autres sont étonnamment récentes. Toutes contribuent à façonner notre perception de cette merveille architecturale, parfois au détriment de la réalité historique. Le mythe le plus tenace, et sans doute le plus répandu, veut que la Grande Muraille soit visible depuis la Lune, voire depuis l'espace. Cette affirmation, répétée dans d'innombrables livres scolaires et guides touristiques, est catégoriquement fausse. Les astronautes qui se sont rendus sur la Lune ont unanimement déclaré qu'aucune structure humaine n'était discernable à l'œil nu depuis notre satellite naturel. Même depuis l'orbite terrestre basse, à quelques centaines de kilomètres d'altitude, la muraille est à peine visible, et seulement dans des conditions optimales d'éclairage. Cette légende trouve probablement son origine dans les écrits du diplomate et sinologue britannique William Stukeley, qui affirma en 1754 que la muraille était l'unique ouvrage artificiel que l'on puisse discerner depuis. La Lune, à cette époque, personne ne pouvait vérifier cette assertion, qui fut ensuite reprise et amplifiée au fil des siècles. Le second mythe
concerne la continuité de l'ouvrage. Contrairement à l'image populaire d'un mur ininterrompu serpentant à travers toute la Chine du Nord, la Grande Muraille a toujours été un système discontinu, adapté à la topographie et aux besoins stratégiques de chaque époque. Des sections entières étaient délibérément laissées sans fortification là où des obstacles naturels, montagnes escarpées, rivières profondes, déserts inhospitaliers rendaient le passage suffisamment difficile. D'autres segments n'étaient que des fortins isolés, reliés par des patrouilles plutôt que par une structure physique. Même à son apogée sous la dynastie Ming, la muraille n'était pas une barrière hermétique. Elle comportait de nombreuses portes, officielles ou clandestines, à travers lesquelles transitaient marchands, diplomates et parfois espions et contrebandiers. Un troisième mythe persistant concerne l'unicité et l'ancienneté du monument. De nombreux récits présentent la Grande Muraille comme une création du seul empereur Qin Shi Huangdi, construite d'un seul jet il y a plus de 2000 ans, 1000 ans, et préservée intacte jusqu'à nos jours. La réalité est bien différente. Comme nous l'avons vu, la muraille est le fruit d'efforts discontinus s'étendant sur plus de 2 millénaires. La quasi-totalité des sections visibles aujourd'hui date de la dynastie Ming, 14e au XVIIe siècle, soit près de 16 siècles après Qin Shi Huangdi. Plus surprenant encore, certaines portions historiques visitées par les touristes sont en fait des reconstructions modernes, parfois controversées. La célèbre section de Badaling, proche de Pékin et inaugurée par Mao Zedong en personne en 1958, a été largement reconstruite selon des critères esthétiques contemporains plutôt que strictement historiques. Cette pratique de restauration créative a suscité des débats passionnés parmi les conservateurs du patrimoine. Certains y voient une falsification inacceptable, d'autres une continuation légitime de la tradition chinoise, qui a toujours considéré la muraille comme un projet en évolution constante plutôt qu'un vestige figé du passé. Le mythe des millions de morts emmurés dans la structure mérite également d'être nuancé. Si la construction de la muraille a indéniablement coûté de nombreuses vies humaines, certaines estimations parlent de plusieurs centaines de milliers de victimes sur 2 millénaires. L'image populaire de cadavres délibérément incorporés dans la maçonnerie relève davantage du folklore que de la réalité historique. Des fouilles archéologiques ont révélé des cimetières à proximité des chantiers, témoignant d'une mortalité élevée, mais aussi d'un traitement respectueux des défunts. Les rares ossements humains découverts dans la structure elle-même semblent résulter d'accidents de chantier plutôt que d'une pratique délibérée. La légende de Meng Jiangnu, évoquée précédemment, a contribué à forger cette image macabre. Cette histoire, dont les premières versions écrites remontent au IIIe siècle avant notre ère, s'est enrichie au fil des siècles de détails dramatiques, devenant l'un des 4 grands contes populaires de la Chine. Dans sa version la plus élaborée, Meng Jiangnu ne se contente pas de pleurer son mari. Elle parcourt la muraille à sa recherche, interrogeant chaque ouvrier, jusqu'à ce qu'un vieillard lui révèle que son époux est mort d'épuisement et que son corps a été jeté dans les fondations. Son chagrin déclenche alors une tempête qui fait s'effondrer la muraille, révélant des milliers de cadavres parmi lesquels elle reconnaît son mari grâce à un lambeau de vêtements. Cette histoire tragique, transmise de génération en génération, reflète la perception ambivalente de la Grande Muraille dans la conscience populaire chinoise, à la fois source de fierté nationale et symbole d'oppression impériale. Un autre mythe tenace concerne l'efficacité militaire de la muraille. La culture populaire l'a souvent présentée comme une barrière infranchissable qui aurait protégé la Chine pendant des millénaires. La réalité est plus nuancée. Si la muraille a indéniablement joué un rôle dans la défense du territoire chinois, ralentissant et canalisant les incursions nomades, elle n'a jamais été inviolable. Les Xiongnu, les Mongols, les Jurchen et d'autres peuples des steppes l'ont franchie à de multiples reprises. Son efficacité dépendait moins de sa structure physique
que de la qualité des troupes qui la défendaient et de l'intelligence stratégique de leurs commandants. Aux périodes de faiblesse militaire ou politique correspondaient invariablement des brèches dans ce dispositif défensif. Paradoxalement, la muraille a peut-être davantage servi à définir psychologiquement la frontière entre civilisation et barbarie qu'à empêcher physiquement les incursions. En ce sens, elle était autant un projet identitaire qu'une infrastructure militaire. Un dernier mythe, plus récent, mérite d'être mentionné, celui de l'inutilité économique de la muraille. Certains historiens modernes ont suggéré que son coût astronomique n'avait jamais été compensé par les bénéfices en termes de sécurité, la présentant comme un gouffre financier qui aurait contribué à l'affaiblissement de plusieurs dynasties. Cette vision anachronique applique des critères de rentabilité contemporains à une époque où la logique économique était subordonnée à des considérations politiques et symboliques. Pour les empereurs chinois, la muraille était avant tout une manifestation tangible de leur mandat céleste, leur droit divin à gouverner et de leur devoir de protéger le peuple. En outre, cette analyse néglige les bénéfices économiques indirects. La sécurisation des routes commerciales, le développement de régions frontalières autrefois inhospitalières, et même l'émergence d'une économie spécifique liée à l'entretien et à la garnison de cette immense structure. Là, le rôle de la muraille dans l'identité chinoise. Au-delà de sa fonction militaire et politique, la Grande Muraille a joué un rôle fondamental dans la construction de l'identité chinoise. Elle matérialisait littéralement la frontière entre le monde chinois, perçu comme civilisé, agricole, lettré, et le monde barbare, nomade, guerrier, illettré. Cette dichotomie, bien que simpliste, a profondément influencé la vision chinoise du monde pendant des millénaires. Le terme même que les Chinois utilisent traditionnellement pour désigner leur pays, Zhongguo, le royaume du milieu, reflète cette conception. La Chine au centre, entourée de peuples plus ou moins barbares, selon leur distance culturelle et géographique. La muraille n'était pas seulement une frontière physique, mais une frontière conceptuelle entre deux modes de vie incompatibles, l'agriculture sédentaire et le pastoralisme nomade. Ces deux systèmes économiques étaient en compétition constante pour les mêmes ressources, terre, eau, pâturage, et génèrent des organisations sociales et des valeurs radicalement différentes. Le conflit entre agriculteurs et nomades est un thème récurrent dans l'histoire mondiale, des guerres entre Rome et les peuples germaniques jusqu'aux affrontements entre colons américains et tribus amérindiennes. Mais nulle part ailleurs ce conflit n'a été aussi durable et aussi structurant pour l'identité nationale que dans le cas chinois. La muraille est devenue le symbole de cette confrontation millénaire. Pour les Chinois, elle représentait la protection de leur mode de vie contre les barbares du Nord. Pour les nomades, elle incarnait l'arrogance et l'expansionnisme de l'Empire du Sud qui empiétait constamment sur leur territoire traditionnel. Car contrairement à l'image d'une Chine sur la défensive, recroquevillée derrière sa muraille, la réalité historique montre un empire en expansion constante. La muraille ne marquait pas une frontière stable, mais une frontière mobile qui avançait inexorablement vers le nord au fil des siècles, repoussant les peuples nomades toujours plus loin dans les steppes. Cette dynamique expansionniste s'explique par la pression démographique. La population chinoise, croissant régulièrement grâce à son agriculture productive, avait besoin de nouvelles terres. Les territoires au nord de la muraille, une fois sécurisés, étaient rapidement colonisés par des paysans Hans, encouragés par des politiques impériales favorables. Un cycle se répétait, construction d'une section de muraille, sécurisation de la zone, colonisation agricole, pression sur les nomades poussés plus au nord, nouvelle section de muraille. Ce processus s'est poursuivi jusqu'à ce que les conditions climatiques et géographiques rendent l'agriculture intensive impossible. La muraille n'était donc pas tant une barrière défensive qu'un front pionnier, la manifestation physique d'une colonisation progressive. Cette réalité historique
contraste fortement avec l'image populaire d'une Chine éternellement sur la défensive face aux hordes barbares. Cette expansion n'était pas uniquement territoriale, mais aussi culturelle. Les populations locales, qu'elles soient nomades ou semi-nomades, subissaient un processus de sinisation progressive. L'influence culturelle chinoise, écriture, philosophie confucéenne, pratiques administratives, techniques agricoles, s'étendait bien au-delà de la muraille physique. Au fil des siècles, de nombreux peuples barbares furent ainsi absorbés dans la sphère culturelle chinoise, perdant leur identité distincte. D'autres résistèrent farouchement à cette assimilation, développant parfois des structures étatiques sophistiquées en réaction à la pression chinoise. Les Xiongnu, adversaires des Han, créèrent ainsi un véritable empire des steppes, avec une administration centralisée, inspirée du modèle chinois, mais adaptée à leur mode de vie nomade. Les Mongols, sous Gengis Khan, poussèrent cette logique encore plus loin, développant une organisation militaire et politique capable non seulement de résister à la Chine, mais de la conquérir. Ces interactions complexes, faites d'influences réciproques et de conflits, ont façonné l'histoire de l'Asie orientale pendant 2 millénaires. La Grande Muraille était à la fois le symbole et l'instrument de cette relation ambivalente entre deux mondes. Après la chute de la dynastie Ming et l'établissement de la dynastie Manchou des Qing en 1644, la muraille perdit progressivement sa raison d'être. Les Mandchous, eux-mêmes originaires du nord-est, au-delà de la muraille, n'avaient pas la même perception des barbares que leurs prédécesseurs Han. En outre, leur politique expansionniste vers l'ouest, qui incorpora le Xinjiang, la Mongolie et le Tibet à l'Empire, rendit obsolète l'ancienne frontière fortifiée. La ligne de démarcation se déplaça beaucoup plus au nord et à l'ouest, au-delà des territoires traditionnellement nomades. Pendant les 3 siècles de domination mandchouée, la Grande Muraille fut largement négligée. Sans entretien régulier, de nombreuses sections s'effondrèrent ou furent démantelées par les populations locales en quête de matériaux de construction. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec la montée du nationalisme chinois moderne, que la muraille retrouva une place centrale dans l'imaginaire collectif. Pour les révolutionnaires républicains de 1911, elle symbolisait à la fois la grandeur passée de la Chine et son humiliation récente face aux puissances occidentales et au Japon. Mao Zedong lui-même, pourtant prompt à rejeter les vestiges féodaux du passé, reconnut la valeur symbolique de la muraille. Sa fameuse phrase « Celui qui n'est pas monté sur la grande muraille n'est pas un vrai homme » Budao Changcheng Fei Haohan a contribué à faire de ce monument un lieu de pèlerinage patriotique. Sous la République populaire, la muraille est devenue l'emblème par excellence de la Chine, figurant sur les affiches de propagande, les timbres-poste et même les billets de banque. Sa restauration, entreprise dès les années 50, s'est intensifiée avec l'ouverture du pays au tourisme international dans les années 80. Aujourd'hui, la Grande Muraille est à la fois un site touristique majeur, attirant des millions de visiteurs chaque année et un symbole national omniprésent. Son image est utilisée dans d'innombrables contextes, de la promotion touristique à la diplomatie internationale, en passant par la publicité commerciale. Cette omniprésence a paradoxalement contribué à déconnecter le monument de sa réalité historique complexe. La muraille est devenue une icône abstraite, un logo national, parfois réduite à quelques créneaux stylisés sur un fond de montagne. Pour beaucoup de jeunes Chinois urbains, elle représente davantage un lieu de sortie du week-end qu'un témoignage des conflits séculaires entre agriculteurs et nomades. Cette banalisation n'est pas sans ironie. L'ancienne frontière entre civilisation et barbarie est désormais principalement un site de loisirs et de consommation. Pourtant, sous cette apparente trivialisation, la muraille conserve une puissante charge symbolique. Elle incarne la continuité de la civilisation chinoise à travers les âges. Sa résilience face aux invasions et aux troubles intérieurs. Sa capacité à absorber les influences extérieures tout en maintenant son identité propre. Dans le contexte géopolitique actuel,
où la Chine revendique un retour au premier plan de la scène mondiale après ce qu'elle perçoit comme un siècle d'humiliation, la Grande Muraille sert de rappel tangible de sa grandeur historique et de sa permanence civilisationnelle. Mais à quoi que la muraille aujourd'hui, entre patrimoine et tourisme de masse. La Grande Muraille que nous visitons aujourd'hui est très différente de celle qu'ont connue les dynasties impériales. Des milliers d'années d'intempéries, de guerres, de pillages de matériaux et simplement de négligence ont considérablement modifié son aspect. Selon une étude de la State Administration of Cultural Heritage chinoise, publiée en 2012, moins de 10% de la muraille est dans un état de conservation satisfaisant. Près de 30% a complètement disparu. Et le reste est à divers stades de dégradation. Cette situation alarmante a conduit les autorités chinoises à multiplier les efforts de conservation depuis les années 2000. Une loi spécifique, promulguée en 2006, interdit formellement le pillage des briques et pierres de la muraille, pratique qui était encore courante dans certaines régions rurales. Des programmes de restauration ambitieux ont été lancés, parfois avec des résultats controversés. Certaines reconstructions, jugées trop éloignées de l'original, ou utilisant des matériaux modernes comme le béton, ont été vivement critiquées par les spécialistes du patrimoine. Le cas le plus célèbre est celui de la section de Badaling, à 70 km au nord-ouest de Pékin. Restaurée dès les années 50 pour devenir la vitrine touristique du régime communiste, elle présente un aspect tellement parfait que certains visiteurs la surnomment ironiquement Disneyland Muraille. D'autres sections, comme celle de Simatai ou de Jinshanling, ont bénéficié d'approches plus respectueuses de l'authenticité historique. Les restaurateurs y ont utilisé des techniques et des matériaux traditionnels, préservant les traces d'usure et les irrégularités qui témoignent du passage du temps. Le dilemme entre accessibilité touristique et préservation de l'authenticité est au cœur des débats sur la gestion de ce patrimoine exceptionnel. Comment concilier l'afflux de millions de visiteurs, source de revenus indispensable au financement des travaux de conservation, avec la fragilité d'une structure bimillénaire? Certaines sections particulièrement populaires, comme Badaling ou Mutianyu, ont été équipées d'infrastructures modernes. Parking, centre d'accueil, restaurants, boutiques de souvenirs, et même téléphériques et toboggans pour faciliter l'ascension et la descente. Ces aménagements, s'ils améliorent indéniablement le confort des visiteurs, modifient profondément l'expérience du lieu et son environnement. À l'autre extrême, des sections sauvages, comme Jiangkou ou Gubeikou, offrent une expérience plus authentique, mais aussi plus dangereuse. Non restaurées et parfois à peine sécurisées, elles attirent les randonneurs en quête d'aventure et les photographes cherchant des vues spectaculaires sans les foules. Entre ces deux approches, diverses expérimentations tentent de trouver un équilibre. À Mutianyu, une politique de limitation du nombre de visiteurs quotidiens a été mise en place. À Jinshanling, des sentiers balisés permettent d'explorer les sections restaurées et non restaurées de manière sécurisée. L'inscription de la Grande Muraille au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1987 a contribué à sensibiliser le public et les autorités à l'importance de sa préservation. Mais elle a aussi accéléré son développement touristique, créant de nouvelles pressions sur ce fragile monument. Le tourisme de masse, avec ses effets parfois destructeurs, déchets, graffitis, érosion des chemins, n'est pas le seul défi auquel est confrontée la muraille. Le changement climatique, avec l'intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, constitue une menace croissante. Les pluies diluviennes, de plus en plus fréquentes durant les étés nord-chinois, provoquent des glissements de terrain qui emportent des sections entières. En hiver, les cycles de gel et dégel fragilisent la maçonnerie, créant des fissures où s'infiltre l'eau, aggravant encore le problème. La végétation représente paradoxalement à la fois une menace et une protection. Les racines des arbres et arbustes qui ont colonisé certaines sections abandonnées peuvent disloquer les pierres, mais elles stabilisent aussi le sol
et protège contre l'érosion. Les gestionnaires du site doivent constamment arbitrer entre déforestation pour préserver la maçonnerie et conservation du couvert végétal pour stabiliser le terrain. Face à ces défis multiples, de nouvelles approches se développent. Les technologies de pointe sont mises au service de la conservation. Drones pour surveiller les sections isolées, modélisation 3D pour documenter l'état actuel et planifier les restaurations, analyse scientifique des matériaux historiques pour créer des mortiers compatibles. Des initiatives communautaires émergent également. Dans plusieurs provinces, des villages entiers sont impliqués dans la surveillance et l'entretien basique de leur section de muraille. Ces gardiens de la muraille, souvent des agriculteurs âgés, reçoivent une modeste rémunération pour signaler les dommages et guider les visiteurs. Ces différentes approches reflètent une prise de conscience. La préservation de la Grande Muraille ne peut être assurée par le seul gouvernement central, mais nécessite l'implication de multiples acteurs, des autorités locales aux communautés, riveraines, des experts internationaux aux simples citoyens. Car au-delà de sa valeur touristique et patrimoniale, la Grande Muraille reste un puissant symbole pour la nation chinoise. Elle incarne à la fois la grandeur de son passé, les souffrances de son peuple, et sa capacité à surmonter les divisions pour créer une œuvre collective transcendant les dynasties et les siècles. Dans un pays qui a connu tant de ruptures et de transformations au cours du siècle dernier, la Grande Muraille offre un point d'ancrage identitaire, un lien tangible avec un passé souvent idéalisé mais fondateur. La muraille dans l'imaginaire mondial, si la Grande Muraille occupe une place centrale dans l'identité chinoise, son rayonnement dépasse largement les frontières de l'Empire du Milieu. Peu de monuments humains ont autant capturé l'imagination mondiale et généré autant de récits, d'images et de fantasmes. Les premières descriptions de la muraille à atteindre l'Occident furent celles de marchands et de missionnaires médiévaux. Marco Polo, dont les récits de voyage en Chine à la fin du XIIIe siècle fascinèrent l'Europe, ne mentionne curieusement pas la Grande Muraille, une omission qui a alimenté les doutes sur l'authenticité de son voyage, bien que plusieurs explications plausibles aient été avancées. C'est au XVIe siècle, avec l'arrivée des missionnaires jésuites en Chine, que des descriptions précises de la muraille commencent à circuler en Europe. Le père Matteo Ricci, pionnier des échanges culturels sino-européens, la décrit dans ses mémoires comme la plus grande œuvre que le monde ait jamais vue. Ces récits, souvent amplifiés et embellis au fil des traductions et des rééditions, contribuèrent à forger l'image d'une Chine mystérieuse et grandiose, capable de réalisations dépassant l'entendement européen. La muraille devint le symbole par excellence de cet Orient à la fois admiré et redouté. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières s'emparèrent de cette image. Pour Voltaire et ses contemporains, la Chine représentait un modèle de gouvernement éclairé, où les dirigeants étaient choisis pour leur mérite intellectuel plutôt que par droit de naissance. La Grande Muraille incarnait la sagesse de cette civilisation millénaire, capable de se protéger sans recourir à l'expansionnisme guerrier des puissances européennes. Cette vision idéalisée fut remise en question au XIXe siècle quand les puissances occidentales forcèrent l'ouverture de la Chine par les guerres de l'opium. La muraille devint alors le symbole de l'isolationnisme chinois, de son refus supposé du progrès et de la modernité. Les voyageurs occidentaux qui la visitèrent à cette époque rapportèrent des impressions mitigées. Certains s'extasiaient devant sa grandeur, d'autres se montraient déçus par son état de délabrement. Tous s'accordèrent cependant sur son caractère spectaculaire et photogénique. La photographie, invention récente, joua un rôle crucial dans la diffusion de l'image de la muraille à travers le monde. Les clichés en noir et blanc, montrant ces tours crénelées serpentant à perte de vue sur des crêtes montagneuses, devinrent des icônes de l'exotisme oriental. Au XXe siècle, avec l'émergence du tourisme de masse, la Grande Muraille s'imposa comme une destination incontournable. La visite de Richard Nixon en 1972, dans le cadre du rapprochement sino-américain, contribua particulièrement à sa popularité.
Les images du président américain contemplant la muraille firent le tour du monde, incarnant la rencontre entre l'Est et l'Ouest après des décennies d'isolement. Hollywood s'est également emparé de ce décor spectaculaire. De Mulan aux aventuriers de l'Arche perdue, en passant par La Momie, La tombe de l'empereur dragon. Nombreux sont les films qui ont utilisé la muraille comme toile de fond pour des aventures épiques, souvent avec une liberté créative, considérable quant à son histoire et sa fonction. Plus récemment, le film The Great Wall, 2016, avec Matt Damon, a poussé cette réinterprétation fantaisiste à son paroxysme, imaginant la muraille comme une défense contre des monstres fantastiques plutôt que contre des envahisseurs humains. Cette production sino-américaine, malgré son succès commercial mitigé, témoigne de la puissance évocatrice de ce monument dans l'imaginaire collectif mondial. Le statut de la Grande Muraille comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde, consacré par un vote populaire international en 2007, confirme sa place privilégiée dans le patrimoine de l'humanité. Elle n'est plus seulement un monument chinois, mais un symbole universel de la capacité humaine à réaliser des œuvres défiant le temps et l'espace. Cette mondialisation de son image n'est pas sans créer des tensions avec sa signification nationale spécifique. Pour de nombreux Chinois, la simplification et parfois la déformation de son histoire par les médias occidentaux sont perçus comme un manque de respect envers leur patrimoine culturel. Ces sensibilités se sont particulièrement manifestées lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, quand la muraille fut mise en avant comme emblème d'une Chine à la fois ancrée dans son histoire millénaire et résolument tournée vers l'avenir. Le message adressé au monde était clair. Nous sommes les héritiers d'une civilisation qui construisait des merveilles quand l'Europe sortait à peine de la préhistoire. Et nous sommes de retour sur la scène mondiale. Cette instrumentalisation politique et diplomatique de la muraille n'est pas nouvelle. Depuis l'Antiquité, elle a servi de vitrine aux dirigeants chinois souhaitant démontrer leur légitimité et leur puissance, tant à leur propre peuple qu'aux visiteurs étrangers. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est l'échelle mondiale de cette médiatisation. Grâce à Internet et aux réseaux sociaux, les images de la muraille circulent instantanément à travers la planète. Des millions de selfies pris par des touristes du monde entier construisent collectivement une nouvelle mythologie visuelle autour de ce monument ancien. Cette surexposition n'est pas sans risque. À force d'être reproduite, simplifiée, stylisée, l'image de la Grande Muraille risque de se vider de sa substance historique pour devenir un simple logo, une marque déposée, un décor pour photographie touristique. Pourtant, quiconque a marché sur ces pierres usées, contemplé le paysage vertigineux depuis ses tours, ressenti physiquement l'immensité du projet et l'audace de ses bâtisseurs, ne peut qu'être touché par sa présence matérielle irréductible. Au-delà des mythes et des simplifications, la muraille reste un témoignage tangible de l'ambition humaine face à l'immensité du temps et de l'espace. Conclusion. Une frontière qui transcende les frontières. La Grande Muraille de Chine occupe une place unique dans l'histoire de l'humanité. Plus qu'un simple ouvrage défensif, elle est l'expression architecturale d'une vision du monde, la matérialisation d'une frontière à la fois physique et conceptuelle entre 2 modes de vie fondamentalement différents. Son histoire, qui s'étend sur plus de 2 millénaires, reflète les transformations de la société chinoise et de ses relations avec ses voisins. De simples barrières tactiques sous les royaumes combattants, elle est devenue, sous les Ming, un système défensif sophistiqué, puis sous la République populaire, un symbole national et une attraction touristique mondiale. Cette évolution continue nous rappelle que les monuments, même les plus imposants, ne sont jamais figés dans leur signification. Chaque génération réinterprète et s'approprie son patrimoine en fonction de ses besoins et de ses aspirations. La muraille est aujourd'hui confrontée à des défis considérables. Dégradation naturelle, pression touristique, développement urbain et industriel, changement climatique.
Sa préservation pour les générations futures exigera des efforts soutenus et des compromis délicats entre accessibilité et conservation. Mais au-delà de ces considérations pratiques, c'est peut-être sa dimension symbolique qui assure le mieux sa pérennité. La Grande Muraille a transcendé sa fonction originelle pour devenir un lieu de mémoire universel, un témoignage de la capacité humaine à transformer durablement son environnement. Paradoxalement, cette ancienne frontière est désormais un point de rencontre, un espace où se croisent des visiteurs venus des 4 coins du monde. Elle qui devait séparer unit aujourd'hui dans une admiration partagée. En contemplant ces tours millénaires qui se profilent sur l'horizon, nous ne voyons plus seulement un vestige du passé, mais aussi un pont vers l'avenir. Car la Grande Muraille nous rappelle que les frontières, même les plus imposantes, sont toujours des constructions humaines, susceptibles d'être dépassées quand les circonstances et les mentalités évoluent. Dans un monde où les murs continuent d'être érigés entre les peuples, physiquement ou métaphoriquement, la Grande Muraille nous offre une leçon ambivalente. Elle témoigne à la fois de notre tendance historique à nous barricader face à l'altérité et de notre capacité ultime à transcender ces barrières pour reconnaître notre patrimoine commun. Car c'est bien là l'ultime paradoxe de ce monument. Conçu pour diviser, il est devenu un symbole d'unité. Créé pour repousser l'étranger, il attire aujourd'hui des visiteurs du monde entier. Construit pour affirmer une identité par opposition à l'autre, il est désormais reconnu comme un trésor de l'humanité tout entière. Proposez des thèmes pour de nouvelles histoires dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un j'aime à cette vidéo.